colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation pour compter de ce jour. Les putschistes invoquent alors l'abandon des forces de défense, la dégradation sécuritaire dans le nord du pays et des injustices internes à l'armée. Quelques heures plus tard, la tentative échoue. Mais ce n'est pas uniquement sous la pression des forces béninoises. La reprise du contrôle s'opère avec un soutien militaire décisif du Nigeria et de la France. Dans les jours qui ont suivi l'échec du coup d'État, une vaste vague de répression s'est mise en place. Arrestations, mandats d'arrêt et poursuites judiciaires ont visé des militaires, des civils, des activistes et des figures politiques critiques du pouvoir. Parmi elles figurent Kémi Séba, Sabi Sira Korogon, le fils de l'ancien président Yayi Boni, personnalité politique à part entière, mais aussi Candide Azanaï, ancien ministre de la Défense et opposant farouche au régime de Patrice Talon. La résistance est née lorsque Talon a exclu. C'est l'exclusion qui a amené la résistance. S'il n'y avait pas l'exclusion, personne ne dirait rien. Pourquoi on va dire? Il y a les lois bidons qu'il est en train de faire. Mais nous savions que les lois qu'il est en train de faire sont des lois scélérates. Nous savions qu'il y avait des complicités pour que les gens votent ces lois. Parce que c'était une absurdité, une bâtardise, une folie qu'un président se lève gaillardement devant tout le monde et demande à l'Assemblée de lui voter les lois les yeux fermés. Ça ne se dit pas. Vous vous souvenez quand Talon a dit qu'il veut qu'on lui vote les lois les yeux fermés? C'est à partir de là qu'ils ont détruit toutes les lois piliers de l'état de droit. L'arrestation de Candide Azanaï, figure connue pour ses prises de position publiques contre la gouvernance actuelle, a marqué un tournant symbolique renforçant l'idée de la dissidence politique, quelle qu'en soit la forme, est désormais assimilée à une menace sécuritaire. Par ailleurs, des membres d'entourage familial sans lien direct avec les faits ont également été inquiétés. Le cas de Nato Pedro Sakombi, ex-épouse de Kémi Séba, interpellée puis libérée après quelques jours, illustre cette extension de la pression répressive au cercle personnel. Les informations officielles sont restées rares, fragmentaires, parfois contradictoires. Le débat public a été étouffé. Sous couvert de sécurité nationale, le régime a transformé un échec militaire en opportunité politique pour consolider son emprise. À partir de là, une question centrale s'impose. Peut-on encore parler de stabilité nationale lorsque celle-ci dépend d'une intervention extérieure? L'un des aspects les plus troublants de cet épisode reste l'intervention étrangère, voire l'armée béninoise, pilier historique de la stabilité politique nationale depuis le 16 janvier 1977, lorsque le général Mathieu Kérékou mit en échec les mercenaires français dirigés par Bob Denard lors de l'opération Crevette, relégués à un rôle secondaire dans la sauvegarde de l'ordre constitutionnel, constitue une humiliation symbolique lourde de sens. Cette situation révèle une perte de cohésion interne, une dépendance sécuritaire accrue et une contradiction majeure. Un pouvoir autoritaire à l'intérieur, mais dépendant à l'extérieur. Pour les panafricanistes, cet épisode illustre une nouvelle fois l'échec de modèles étatiques qui sacrifient la légitimité populaire au profit d'alliances extérieures, souvent héritées de rapports postcoloniaux. L'intervention du Nigeria surprend et même choque une partie de l'opinion africaine. Non seulement parce qu'il s'agit d'un pays frère, voisin, lié au Bénin par l'histoire, les peuples et les frontières, mais surtout parce que cette intervention se fait aux côtés de la France, ancienne puissance coloniale, toujours très présente en Afrique de l'Ouest. La contradiction est frappante.
Le Nigeria peine à contenir le terrorisme et l'insécurité sur son propre territoire, mais il parvient à mobiliser des moyens pour intervenir militairement chez un voisin. Pour beaucoup d'Africains, cette séquence renvoie l'image d'une souveraineté régionale subordonnée où les priorités sécuritaires semblent parfois dictées par des équilibres géopolitiques extérieurs plutôt que par les urgences des peuples. La CEDEAO condamne rapidement la tentative de coup d'État et apporte son soutien au régime béninois. Mais ce positionnement ferme soulève une interrogation majeure. Où était cette même CEDEAO lors du coup d'État, tout aussi surprenant en Guinée-Bissau? Pas d'intervention militaire comparable, pas de mobilisation spectaculaire, pas de discours aussi appuyé. Cette différence de traitement alimente une défiance croissante. La CEDEAO agit-elle pour défendre les principes démocratiques ou pour préserver certains régimes considérés comme stratégiquement compatibles? Pour comprendre le 7 décembre, il faut dépasser l'événement militaire et regarder l'évolution interne du pouvoir. Depuis 2016, le régime de Patrice Talon a engagé un bouleversement profond des institutions, désormais taillées sur mesure. Patricie Athanas Guillaume Talon partirait pour mieux rester. La Constitution a été révisée à 2 reprises sans consultation populaire par référendum, alors même que ce mécanisme est requis pour certains amendements. Ces révisions ont été menées par une Assemblée nationale totalement alignée sur les directives de Patrice Talon et validée par une Cour constitutionnelle qui lui est acquise, consacrant une concentration du pouvoir sans contrepoids institutionnel réel. Des changements majeurs, entre autres, le mandat présidentiel allongé à 7 ans, création d'un Sénat de type monarchique. Ce Sénat, organe non élu directement par le peuple, contrôle l'Assemblée nationale et encadre l'action présidentielle. Selon Patrice Talon lui-même, la création de ce Sénat s'inspire du modèle de la monarchie britannique, tel qu'il existe au Canada, où les sénateurs ne sont pas élus par le peuple, mais nommés par le gouverneur général, représentant direct de la couronne britannique. Dans ce schéma institutionnel, le Sénat ne tire dans sa légitimité ni du suffrage populaire, ni du contrôle citoyen, mais d'une chaîne de nomination verticale, concentrant le pouvoir entre les mains d'une autorité non élue. Il devient ainsi le véritable centre de décision et de contrôle du système politique, reléguant les institutions élues à un rôle secondaire. Transposé dans un État républicain africain comme le Bénin, ce modèle hérité d'une tradition monarchique étrangère introduit une logique de pouvoir autoritaire, où la volonté populaire est contournée au profit d'un mécanisme de domination institutionnelle soigneusement verrouillé, ce qui interroge sur la nature réelle du régime qui se met en place. Pour de nombreux observateurs, il s'agit moins d'une modernisation institutionnelle que d'une stratégie de continuité du pouvoir. Parti officiellement, imposer un successeur, tout en conservant les leviers essentiels du système. Parallèlement, l'espace démocratique s'est considérablement réduit. Opposants arrêtés ou poussés à l'exil, journalistes intimidés, médias indépendants sous pression. L'intervention étrangère met en lumière les fragilités de l'armée béninoise. Tensions internes, manque de cohésion, sentiment d'abandon. Symboliquement, l'institution censée garantir la souveraineté nationale apparaît reléguée au second plan. Pour la population, le message est clair. La survie du régime prime sur le dialogue national et la reconstruction du contrat social. Lors de sa conférence de presse du 18 décembre,
Le président Patrice Talon a cherché à réduire les événements du 7 décembre à un incident marginal, qualifiant les auteurs de terroristes manipulés. Vous savez, dans toutes les communautés du monde, quelle que soit l'époque, il y a toujours des marginaux. On ne peut pas reprocher à la nation béninoise d'avoir en son sein quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. On ne peut pas reprocher à la garde nationale, à l'armée tout entière, d'avoir en son sein des crapules. Alors, ce qui aurait peut-être permis de qualifier la garde nationale d'un corps en rébellion, c'est si nous avons pu avoir tout le commandement, ou une partie du commandement, ou du sous-commandement, ou bien une frange importante de l'unité. Mais ce n'a pas été le cas, heureusement. Et ceux qui ont opéré l'attaque n'étaient pas tous, sinon, dans leur grande majorité, ils ne relèvent pas de la garde nationale. Ce sont quelques soldats qui étaient en séjour dans le camp de Togbe pour des formations, pour des mises à niveau assurées par quelques formateurs de la garde nationale. Et je peux vous confirmer que l'armée béninoise tout entière, et notamment la garde nationale, elles ont été extraordinaires. Cette stratégie de minimisation a poursuivi un double objectif: rassurer les partenaires internationaux et éviter l'ouverture d'un débat national sur les causes profondes de la crise. Or, refuser de nommer le malaise, c'est refuser de le traiter. Derrière cette rhétorique sécuritaire se dessine une volonté claire: préserver un pouvoir verrouillé, même au prix d'un déni démocratique et d'une criminalisation croissante de toute contestation. Plus tard, dans un climat toujours marqué par un silence et l'absence des débats publics, des changements décisifs ont été opérés au sein de l'armée, notamment dans la chaîne de commandement, et plusieurs officiers supérieurs ont été promus généraux de corps d'armée. Ces gestes, loin d'être anodins, interrogent sur le timing, leur portée politique et leur signification réelle dans un climat post-crise. Le 7 décembre 2025 n'est pas un simple épisode sécuritaire, c'est un avertissement. Un avertissement pour le Bénin, où la nouvelle orientation institutionnelle semble de plus en plus déconnectée des aspirations populaires. Un avertissement pour l'Afrique de l'Ouest, où les mécanismes régionaux peinent à convaincre de leur impartialité. Et un avertissement pour toute l'Afrique, confrontée à une souveraineté souvent conditionnée par des intérêts extérieurs. La question centrale demeure: les États africains construiront-ils leur stabilité avec leur peuple ou continueront-ils à la sous-traiter au prix de leur légitimité?